Nous t'écoutons en te remerciant. Ah, oui, merci beaucoup et j'espère que je me fais bien entendre, ça va? On D'accord, t'entend parfaitement, oui. N'oubliez pas de vous super. enregistrer, les interprètes. Alors, c'est très difficile de parler après des oratrices qui vraiment maîtrisent la situation et qui ont vécu des situations très compliquées. Et j'ai bien suivi ce que Madame Nadia Ghulam, depuis l'Afghanistan, ce qu'elle nous a expliqué, c'est vraiment très, très interpellateur, la situation qu'elle a vécue, parce que nous parlons des femmes dans le conflit. J'ai écouté également l'oratrice depuis la Colombie, Madame Fabiola, que j'ai salue, et ça fait longtemps on s'est rencontrés en Colombie pour une conférence, et j'espère que nous allons continuer la collaboration pour le droit des femmes. Elle a bien expliqué la problématique de la femme dans le conflit, mais aussi j'ai bien entendu notre sœur depuis Libye, Inas, qui a également expliqué la situation. Eh bien, si nous comprenons très bien, la situation de la femme reste la même dans les zones des conflits. Elles subissent les mêmes problèmes, elles ont les mêmes situations et bien qu'évidemment, elles le vivent d'une manière pas différente, mais elles vivent cette situation de la même manière parce que c'est sur leur corps que se font la guerre, que se fait la guerre. Alors, on doit aussi se poser la question pourquoi et comment commence la guerre. Je prends le cas de mon pays, la République démocratique du Congo. La guerre dans mon pays, elle a plusieurs origines. Et les origines, c'est premièrement le sous-développement économique, le chômage, l'impossibilité des États, de l'État, disons, à assurer les fonctions régaliennes de sécurité, les recrudescences de la crise identitaire, la convoitise et les intérêts économiques des grandes puissances mondiales. Et disons que la RDC, qui est un pays au cœur de l'Afrique, en proie à une situation de guerre depuis plusieurs décennies. Ça fait beaucoup d'années, plus de 20, de 30 ans que la RDC est en conflit. Alors, cette guerre reste parmi les conflits armés les plus oubliés de la planète. On doit se poser la question pourquoi on a oublié ce conflit et que ce conflit, on continue de la maintenir, de maintenir la guerre. Pourquoi la guerre continue? Il y a plusieurs raisons. Et parmi les raisons pour lesquelles le conflit continue, nous avons cité plus haut les problèmes des intérêts des nations, des grandes puissances. Donc, vous allez comprendre, comme la Colombie, comme l'a expliqué Fabio, la République démocratique du Congo est aussi un pays où il y a plusieurs situation, donc c'est-à-dire il y a des intérêts économiques terribles parce que le pays est très riche sur le plan de ressources minières. Et donc, c'est un pays où vous allez trouver les minéraux, vous allez trouver tout ce que dans le monde entier a besoin pour fonctionner. En fait, nous avons le coltan qui est au cœur ces derniers temps de convoitise. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons tout ce qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, nous avons aussi un autre conflit qui va naître. Donc, l'intérêt, c'est au fait, le Congo, après l'Amazonie, c'est le deuxième poumon au monde. Donc, c'est la recherche de l'oxygène, c'est la recherche de l'eau douce. Tout ça, ça fait que ces pays-là n'arrivent pas à se stabiliser suite aux convoitises. Alors, le vrai cause de cette guerre, comme je le dis, c'est vraiment économique plus que identitaire. Alors, pour que le conflit soit vraiment bien constitué et pour que le conflit continue, et voilà qu'on va nous mentir pour nous dire que les conflits au Congo, c'est un conflit identitaire et pourtant, ce n'est pas du tout vrai. On va masquer, on va essayer d'embellir le conflit pour dire que ce sont des Congolais, ce sont des Africains eux-mêmes qui sont en train de se battre. Et pourtant, ce n'est pas vrai. C'est un conflit
qui est internationalisé suite à l'économie. Alors, les conséquences de ce conflit sont vraiment immenses, vraiment très graves. Depuis 20 ans déjà, nous avons perdu plus de 10 millions de Congolais. Et si on parle de 10 millions, il faut savoir qu'il y a des pays à travers le monde qui comptent moins de 10 millions d'habitants. Donc, on peut dire que on a presque assassiné ou tué tout un pays parce qu'il y a des pays qui comptent moins de 10 millions d'habitants. Et voilà les conséquences à côté de cette situation, à côté de massacres, à côté de tueries. Il y a cette catégorie de personnes, des habitants du Congo, cette catégorie qui y est vraiment, vraiment très vulnérable et très touchée. Il s'agit de femmes et des enfants. Parlons particulièrement des femmes. Les femmes, comme les ont dit les oratrices, les femmes, les précédentes oratrices, les femmes sont les premières à subir les conflits. Alors, dans mon pays, la RDC, vous allez comprendre que les femmes, sur leur corps que se font la guerre. C'est ce qu'on appelle le féminicide. Alors, c'est-à-dire qu'on a choisi une catégorie de personnes sur lesquelles il faut faire la guerre. Et ce sont les femmes. Nous allons nous poser la question, pourquoi fait-on la guerre sur le corps de la femme? La femme a été victime, tout simplement, c'est une stratégie de guerre. Ceux qui ont planifié la guerre, ceux qui réfléchissent sur des stratégies pour mener la guerre, ils ont compris que lorsqu'ils font la guerre sur la femme, lorsqu'ils tuent la femme, lorsqu'ils violent la femme, lorsqu'ils assassinent la femme, et ben voilà, ils ont un avantage à gagner leur guerre parce que la femme constitue au fait le poumon de la famille, le poumon de la communauté. C'est la femme qui travaille sur l'unité, sur la cohésion, sur l'économie, sur au fait l'entente, sur la politique de vivre ensemble dans une communauté. Et lorsque cette femme au niveau, surtout sur le plan de la situation congolaise, lorsque cette femme elle est marginalisée, lorsque cette femme elle est supprimée, et ben voilà qu'il n'y aura plus de cohésion sociale, il n'y aura pas la force motrice communautaire, ça n'existera plus. Et ben voilà, c'est ça les stratégies de guerre. Et nous pouvons également parler de la femme congolaise qui s'est engagée sur, disons que à notre niveau, au niveau du Congo, il y a eu pas mal de situations qui sont arrivées et les conflits armés, donc c'est-à-dire les guerres se sont succédées au Congo, avaient plusieurs casquettes. Donc, c'était des guerres entre deux pays voisins, donc c'est-à-dire l'évasion du Congo par deux pays voisins. Après ça, il y a eu aussi la création d'autres mouvements belligérants à l'interne. Donc, c'est-à-dire, il y a eu de Congolais qui se sont constitués en rebelles, qui se sont constitués en belligérants, qui se sont battus également contre exactement les forces loyalistes, donc l'armée régulière. Donc, il y a eu deux situations, c'est-à-dire que d'un côté, il y a eu les pays voisins qui sont venus faire la guerre directement sur le sol congolais. Et de l'autre côté, il y a eu les fils et les filles des enfants, les hommes congolais qui se sont constitués aussi en groupe de rebelles pour, soi-disant, faire la résistance contre les ennemis qui sont venus du Congo, en dehors du Congo. Et bien voilà, comme on doit faire face à deux situations. Alors, quelle est la situation de la femme dans les deux réalités? Dans les deux réalités, la femme reste la plus victime. La plus victime par rapport aux armées qui sont venues de l'étranger, la femme, elle est la cible. Malheureusement aussi, par rapport aux groupes nationaux constitués en rebelles, la femme reste aussi la cible. Et voilà qu'elle se retrouve entre deux groupes armés, elle se retrouve entre deux situations et pourtant, elle n'a jamais, cette femme,
Elle n'a jamais participé à la planification de la guerre. Elle n'a jamais été conviée à la stratégie de la guerre, mais malheureusement, c'est sur son corps que la guerre se fait. La guerre se fait sur son corps comment? Vous allez comprendre la situation de mon pays, c'est que depuis une trentaine d'années, depuis 1970, la communauté congolaise, disons, l'État congolais a démissionné de son pouvoir régalien. Donc, il y a eu une crise économique qui a fait qu'il n'y avait plus d'emploi. Et comme il n'y avait plus d'emploi, les hommes n'avaient pas de travail. Et à ces moments-là, ce sont les femmes qui devraient faire face à cette situation. Et en faisant face à cette situation, elles devaient se constituer comme une force économique. C'est à ces moments-là, vers les années 80, la femme congolaise a commencé à se constituer en une force économique du pays. Et c'est là qu'elle s'est lancée dans l'économie informelle. C'est la femme qui faisait maintenant nourrir la famille et la communauté. Pour nous ici en République démocratique, l'histoire de l'État commence par la famille. Dès que la famille va bien, c'est la communauté qui va bien. Et dès que la communauté va bien, c'est tout le pays qui va bien. Et lorsque la situation, la couche, la base se dégrade, et bien voilà, ça s'est fait ressentir même au niveau de l'État congolais au niveau national. Alors, donc, c'est-à-dire la femme avait le rôle de vraiment rester concentrée pour consolider l'unité familiale. Elle était concentrée pour l'autonomisation de sa famille et elle a vraiment elle a joué un rôle très important dans la consolidation de la famille, surtout dans la crise économique, parce que c'est elle qui devenait, c'est elle qui prenait maintenant en charge l'économie de tout un pays. Et donc, après cela, pendant les années 90, lorsque la guerre a commencé, il a fallu vraiment mettre fin à cette dynamisme de femmes, à la place qu'occupait la femme, qui était la place de choix au sein de la communauté. Et je voudrais aussi ajouter avant cela qu'il y avait la pesanteur culturelle, socioculturelle, où la femme était déjà marginalisée par les cultures, par nos us et cultures. Et c'est là s'ajoutait maintenant la guerre, les conflits armés qui sont venus carrément détruire complètement la femme. Eh bien, la plus grave de situation, parmi les situations les plus graves que la femme a connues au niveau de la République démocratique du Congo par le conflit, c'est les violences sexuelles. Les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Donc, on violait les femmes justement pour détruire cette femme-là. Chez nous, au Congo, violer une femme, c'est une femme qui était violée, une femme qui a été souillée, elle ne représentait plus rien dans la communauté. Alors, il fallait détruire cette femme et c'est ainsi que plusieurs femmes ont été victimes de violences sexuelles. Et les violences sexuelles étaient vraiment atroces. Je ne veux pas ici entrer dans les détails de comment ça se faisait, mais c'était des situations très, très graves, des situations vraiment qui n'a pas de mots. Et c'est à ces moments-là qu'on a compris que c'était un génocide qui se faisait sur la femme, qu'on appelle dans de terminologie moderne aujourd'hui un féminicide. Donc, on a planifié tuer les femmes, on a planifié violer les femmes. Et c'est plus de milliers de femmes qui ont subi cette situation. Et les conséquences, d'autres conséquences, c'est que les femmes elles se sont vues chassées de leur maison, donc elles ont été des réfugiés, des exilés, de déplacés internes même dans leur propre pays. Et ces femmes n'ont pas d'aide, ils n'ont pas accès aux soins de santé dans les lieux de déplacement. Elles n'ont pas, elles n'ont pas du tout d'aide, elles n'ont pas de soutien. Et c'est là qu'on a compté des milliers de femmes qui ont été tuées sur le champ
de l'exil, les femmes qui sont mortes de maladie, les femmes qui sont mortes étant enceintes, qui ne pouvaient pas accoucher sur la route d'exil. Et à côté de cette situation des femmes exilées, il y a aussi des femmes qui ont tout perdu leurs biens, c'est-à-dire leurs maisons ont été pillées, elles ont perdu tous leurs biens, elles ont été bombardées, elles ont été massacrées. Donc, elle a subi des lourdes conséquences. Donc, c'est sur son corps que le bataille s'est déroulé. Elles étaient des femmes violées, des femmes massacrées, des femmes torturées, de femmes esclaves sexuelles pour des rebelles et des militaires en guerre, des femmes porteuses même des effets militaires. Parce que lorsque les belligérants arrivaient dans un village et puis récupéraient toutes les femmes pour leur faire porter leurs armements, pour leur porter leurs effets militaires ou leurs effets de guerre ou même des butins de guerre. Et les femmes se sont vues, même enceintes, elles se sont vues marcher pendant des kilomètres, des kilomètres. Imaginez-vous une femme enceinte qu'on fait porter au moins 100 kilos, elle doit transporter 100 kilos et pourtant elle n'a que 50 kilos. Imaginez-vous cette femme enceinte. Et si elle n'y arrive pas, on va déchirer son ventre, on va enlever l'enfant qui est dans le ventre et la femme, on va la laisser comme ça, elle va mourir en train de saigner jusqu'à ce qu'elle meure. Voilà la situation de la femme au Congo. Elle a traversé des moments très compliqués. Il y a eu de jeunes filles aussi qui ont été enrôlées dans les groupes armés et des petites filles. On va prendre un enfant, une fille de 6 ans, une fille de 7 ans, une fille de 10 ans, de 12 ans qu'on va enrôler dans le groupe armé, qu'on va apprendre au fait à tuer. Elles sont devenues des machines à tuer parce que l'enfant n'a pas au fait des cœurs. Donc, si on lui apprend à tuer, elle va tuer. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de filles, de jeunes filles qui ont été enrôlées dans les groupes armés et qui ont vraiment tué. On les a transformées en machines à tuer. Et les femmes exilées, nous en avons connu, les femmes réfugiées, nous en avons connu. Et là où elles vont sur la route des refuges, elles trouvent des problèmes, beaucoup de problèmes, elles n'ont pas réussi d'aide, elles n'ont pas été prises en charge. C'est la même situation qu'a expliqué notre sœur d'Afghanistan, Nadia, qui a dit qu'en étant réfugiée, elle n'a pas bénéficié du tout de l'assistance. C'est la même chose aussi pour les femmes congolaises qui se réfugient dans des pays là où elles pensent avoir la paix, entre autres en Europe et dans d'autres pays où elles sont des immigrés et personne ne prend soin d'eux. Alors, ici, chez nous, au Congo, depuis l'an 2000, les femmes congolaises se sont engagées sur la voie de la résolution de conflits armés. Nous, en tant que femmes congolaises, nous avons subi les atrocités, nous avons subi les humiliations, nous avons été des victimes. Mais quelque chose que je peux vous dire aujourd'hui, nous sommes des femmes fortes, combattantes, nous sommes des femmes résilientes. Après tout ce que nous avons subi, après tout ce que nous continuons à subir, parce qu'aujourd'hui, la guerre continue. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a une province là où la guerre continue aujourd'hui. Il y a des combats. Et aussi, aujourd'hui même, il y a de milliers de femmes qui sont sur la route de déplacement, qui sont sur la route de l'exil. Il y a de milliers de femmes où nous avons même aujourd'hui reçu des informations sur les femmes qui ont été violées, des femmes qui ont été massacrées et des femmes qui ont été même enterrées vivantes dans le village où il y a des conflits. Et je pourrais aussi dire que à côté de conflits que nous avons connus, et on vient nous ajouter aussi le djihadiste, donc les terrorismes. Donc, c'est vraiment terrible, c'est la catastrophe naturelle. Donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'au niveau de la communauté internationale, on peut oublier un conflit comme ça. On sait très bien que le monde sait très bien qu'il a besoin de la République démocratique du Congo par rapport à ses richesses, mais on oublie
de nous aider à mettre fin à ces conflits, parce que ces conflits, c'est possible d'y mettre fin. Il y a eu des accords, il y a eu des réunions, il y a eu des rencontres pour mettre fin à ces conflits, mais personne, s'il vous plaît, personne ne veut se jeter à l'eau pour dire, voilà, aujourd'hui, nous allons nous décider pour que plus jamais ces atrocités se passent au Congo. Et nous nous sommes dit, nous, en tant que femmes congolaises, nous devons nous mettre ensemble, nous devons réfléchir sur qu'est-ce que nous devons faire à notre niveau en tant que femmes, que nous cessons d'être tout le jour des victimes, chaque fois de victimes. Comment est-ce que nous allons utiliser notre faiblesse pour que ça devienne une force? Et nous nous sommes mis ensemble, toutes les femmes, chacun selon sa spécialité. Des femmes médecins se sont mis ensemble en tant que femmes médecins, des femmes juristes se sont mis ensemble comme femmes juristes, des femmes journalistes se sont mis ensemble comme des femmes journalistes, ainsi de suite, et chacun dans son domaine. Et nous avons créé ce que nous appelons des synergies des femmes fortes pour la résilience. Et nous avons travaillé sur cette question depuis 20 ans maintenant. Nous avons commencé cette dynamique depuis 2000 et nous nous sommes vraiment engagés sur la voie de participer à la résolution du conflit. Mais avant d'être actrices dans la résolution du conflit, nous devons d'abord travailler sur la femme elle-même pour qu'elle puisse guérir de ses traumatismes, pour qu'elle puisse se sentir libérée de ce poids de victime, pour qu'elle puisse savoir, oui, j'ai été violée, je suis victime de conflit, je suis victime d'une guerre que je n'ai pas planifiée, mais comment est-ce que je veux en sortir? Qu'est-ce que je veux faire maintenant de ma situation de victime et renaître encore pour donner encore la chance à mon pays ou bien pour que nous puissions parler paix maintenant. C'est pourquoi nous avons appelé des femmes congolaises, des femmes fortes qui ont donné l'exemple de la résilience pour transcender leur situation. C'est pourquoi vous allez rencontrer au Congo des femmes qui ont tout perdu. Une femme qui a perdu tous ses enfants, elle a perdu son mari, elle a tout perdu, elle a été violée, donc elle ne peut même pas procréer, elle ne peut même plus parce qu'on l'a tout arraché. Donc, tellement l'acte de violence a été intense qu'elle n'a plus de matrice, on a tout enlevé. Donc, à la place, on l'a tout cousu. Donc, imaginez cette femme aujourd'hui qui est debout, qui dit, moi, je vais travailler pour la paix dans mon pays. Elle a réussi, elle a accepté de se reconstituer, elle a accepté d'avancer et de travailler pour la paix. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des femmes héroïnes, de vraies héroïnes, qui désormais refusent de mourir sans rien faire pour participer et devenir actrices pour la reconstruction de la paix dans son pays, la RDC. Les femmes congolaises faibles d'hier et battantes d'aujourd'hui se dressent pour avoir un espace afin d'être acceptées sur la table des négociations. Elle veut être là où la solution doit être prise. Elle ne veut pas que décidément on décide pour elle. Elles veulent faire partie à la solution. C'est ce que nous avons appelé la route vers la libération. Devenue résiliente, cette femme combattante n'accepte plus de rester une victime. Elle a conscience de son rôle et se bat aujourd'hui pour parvenir au sommet de son combat. La guerre que la femme mène aujourd'hui en République démocratique du Congo, à côté de bruit de bottes ou de coups de canot. Comme je vous ai dit, la guerre continue. Nous entendons chaque jour les bombes, nous entendons des grenades, nous entendons des sifflements des kalachnikovs, nous entendons des canots. Mais nous faisons notre guerre. Notre guerre à nous, c'est une guerre en paix, une guerre pacifique, une guerre où nous appelons les parties en conflit sur une même table afin de leur dire que nous sommes fatigués de devenir des boucliers humains. Nous sommes fatigués de mourir chaque jour. C'est nous les femmes qui enterrons nos enfants. C'est nous les femmes qui nous enterrons nos sœurs, nos hommes, nos maris. C'est nous qui pleurons chaque jour. Et nous voulons que cela cesse. En Ukraine, il y a eu la guerre, comme l'a souligné notre consoeur Nadia, qui a dit
tout le regard se focalise sur le conflit en Ukraine. Oui, c'est aussi un conflit, mais il ne faut jamais oublier les autres conflits qui datent de 20 ans. Il ne faut jamais oublier de parler de ces femmes, de ces personnes qui sont immigrées en Europe aujourd'hui, où on ne fait pas cas de ces personnes-là. Elles ne sont pas très bien traitées, ne sont pas vraiment... ces femmes ne sont pas accueillies, mais on a vu les traitements qu'on a réservés aux réfugiés en Ukraine ou bien aux immigrés au niveau de l'Ukraine. C'est ce qu'on appelle deux poids, deux mesures. Donc, et pourtant, les conflits qui se vivent actuellement en Afrique, ce sont des conflits qui ont été créés de toutes pièces par les grandes puissances, les puissances au niveau international. Nous, au Congo, notre conflit, c'est tout le monde qui le sait. Il y a des rapports qui ont été élaborés par les experts même des Nations Unies. Ce sont des multinationales, ce sont des États au niveau de grandes puissances qui sont en train d'entretenir le conflit au niveau de la République démocratique du Congo. Mais personne n'en parle, personne ne veut mettre fin à ça. Mais nous, en tant que femmes congolaises, nous allons chaque jour continuer à dénoncer, nous allons parler fort et haut pour qu'on puisse nous écouter. Et donc, je veux m'arrêter par là pour vous dire que le conflit, c'est sur la femme que cela se fait. Et il est temps que la communauté internationale se donne au fait le devoir et l'obligation de réfléchir de comment mettre fin à tous les conflits au niveau du monde. Il faut que les Nations Unies qui ont échoué pour la paix à travers le monde puissent accepter son échec, puissent se regarder en face et dire nous avons échoué, qu'est-ce que nous devons encore faire pour amener la paix? Parce que ce sont les femmes qui sont en train de payer le lourd tribut alors qu'elles ne sont pas parties au conflit. Et donc, je veux m'arrêter là pour dire que force à nous les femmes, courage à Nadia. Depuis Nadia Goulam, je t'envoie beaucoup de soutien, je t'envoie beaucoup de courage et tiens fort, sois une femme résiliente. Je vois aussi, Fabiola, beaucoup de courage pour le travail et les combats que nous sommes en train de faire. Merci aussi depuis la Libye, à Inas, parce que c'est aussi un pays qui est en conflit depuis l'évasion, de la Libye. Et aujourd'hui, la Libye continue toujours d'être un pays instable. Et essayons de travailler ensemble, main dans la main, nous en tant que femmes, parce que l'avenir de l'humanité repose sur nos épaules. Merci beaucoup de m'avoir invité pour participer à cette conférence. Et je pense que les retombées seront visibles et prochainement, nous allons essayer de discuter encore en profondeur sur cette question. Merci.